vie dans les cours d'eau européens n'est plus un long fleuve tranquille. Désormais, un mastodonte aquatique rôde dans les eaux troubles. En moins de 50 ans, il a colonisé la plupart des rivières et s'accommode de nos déchets. Cette créature hors norme inquiète et interpelle les scientifiques. On voit arriver une nouvelle espèce, un prédateur de taille importante. La question qui se pose, c'est est-ce qu'il y a un impact de cette espèce sur les autres espèces qui sont dans le milieu? Ce prédateur est devenu le plus grand animal d'eau douce d'Europe. Et s'attaque à des proies inattendues. En 2011, une rivière d'une ville du sud-ouest de la France est devenue le théâtre d'observations inhabituelles. Au cœur de la ville d'Albi, depuis le Pont Vieux, des piétons auraient observé des grands poissons se nourrir d'oiseaux dans le Tarn. Depuis, Frédéric Santoul, un spécialiste de la faune aquatique, mène l'enquête. Alors l'intérêt de cette étude à Albi, c'était effectivement de pouvoir travailler sur un comportement très particulier, puisqu'on a, dans un cas quand même assez rare dans le monde animal, une espèce qui vit dans le milieu aquatique et qui va sortir de son milieu volontairement pour aller attraper des proies d'origine terrestre. Quelle espèce aquatique serait capable de sortir de l'eau pour capturer des oiseaux? Parmi les grands poissons de rivière, la carpe est un coupable improbable. Elle se nourrit de débris de végétaux, de larves d'insectes et de petits crustacés. Chez les carnassiers, le brochet est capable de consommer des proies pouvant mesurer jusqu'à la moitié de sa propre taille, dont des jeunes de sa propre espèce. En grandissant, son régime alimentaire intègre des proies de plus en plus grosses. Des écrevisses, des amphibiens, des poussins ou des rongeurs à la surface de l'eau. Mais pour le brochet, comme pour la plupart des poissons, quitter l'eau, c'est risquer de mourir d'asphyxie. À Albi, il n'existe qu'un poisson géant qui ose franchir cette frontière létale. Le silure. Le silure est mystérieusement apparu dans le Tarn à la fin des années 80. Comment ce prédateur aquatique fait-il pour repérer des oiseaux et plus généralement ses futures victimes? Le silure possède une exceptionnelle batterie de détecteurs sensoriels lui permettant de localiser ses proies. Il possède près de 250 000 récepteurs gustatifs dans sa bouche. Mais aussi sur ses barbillons, ses nageoires et même toute sa peau. Ces récepteurs marchent de concert avec son odorat et lui permettent en quelque sorte de goûter à distance. Un odorat qui est également très développé grâce à de multiples récepteurs situés dans ses narines, dotés d'une entrée et d'une sortie distinctes, ce qui permet à l'eau de circuler en permanence. Le silure est ainsi capable de détecter une molécule diluée à 1 pour 10 milliards.
De plus, sa vessie natatoire agit comme une véritable caisse de résonance, transmettant les vibrations directement à l'oreille interne. Elle complète un autre arsenal, ses barbillons. L'animal en est doté de 3 paires, l'une mobile au-dessus de la tête et 2 autres en dessous. Ils lui permettent de détecter les ondes aquatiques émises par ses proies. Ainsi, le silure est capable de percevoir les perturbations laissées par une proie sur une longueur égale à 10 fois celle-ci. Enfin, sa ligne latérale, pour mieux détecter les vibrations et donc les sons, notamment ceux émis par des animaux à la surface. Le silure est donc particulièrement armé pour repérer ses proies, mais aussi leurs traces. Il perçoit le monde mieux que tous les autres poissons des rivières. Plus l'eau est chaude, plus ses sens sont actifs. Il surpasse alors les limites de notre perception. Pour mieux se nourrir. L'alimentation des silures est essentiellement constituée de proies aquatiques, comme les gardons. La stratégie du silure, contraindre ses futures victimes vers les frontières létales, la berge et la surface. Il n'est pas seul. Ensemble, les silures forment un mur ondulant pour amener les poissons furtifs vers leur destination finale. Pour la première fois au monde, ces images montrent ce qui s'apparente à une chasse collective, à l'instar des chasses pratiquées en groupe par les dauphins. Mais ces attaques ne sont pas coordonnées comme celles des mammifères marins. Certes, les silures chassent ensemble, mais sans se répartir de rôles particuliers. Ce qui offre à certains gardons des issues salvatrices. Mais quels sont les oiseaux suffisamment naïfs pour devenir les proies de ces attaques brouillonnes? Des pêcheurs tentent de percer le mystère pour les scientifiques. Ils pratiquent des prélèvements stomacaux. Au début du printemps, les silures font ventre de gardons, mais aussi de lombrics. Pour compléter ces études, le laboratoire de Frédéric Santoul multiplie les prélèvements stomacaux. Au cœur de l'été, il découvre d'étonnants contenus. Cette pâte n'est pas palmée, comme celle des canards. Elle pourrait appartenir à un visiteur régulier des rives du Tarn, la bergeronnette. Mais des analyses génétiques révèlent que cette pâte est celle d'un oiseau très commun, le pigeon.
Cet oiseau diurne a un régime alimentaire très élargi et s'accommode de nos déchets. Sa survie dépend de nous. Plus d'hommes, plus de déchets, plus de pigeons. Dans le centre-ville d'Albi, les pigeons ont trouvé un biotope en apparence idéal. Dans les anfractuosités du pont vieux datant du XIe siècle, ils trouvent en abondance le sel réclamé par leur organisme. Voici plus de 1000 ans que les pigeons picorent le mortier. Tant de sel donne soif. L'eau ne manque pas, mais elle reste difficilement accessible. En effet, le centre-ville d'Albi est encaissé. Autour du Tarn, nous avons créé un monde vertical. Par chance pour les pigeons, les chaleurs estivales coïncident avec la décrue de la rivière. En amont d'une île boisée, le Tarn découvre une plage d'alluvions façonnée par les courants. Une buvette idéale pour les pigeons. La consommation d'eau journalière de ces oiseaux n'excède pas 2% de leur masse corporelle. Mais elle peut tripler en été. Tout comme l'appétit d'autres résidents du centre-ville. Des albigeois qui détectent de loin les pigeons qui barbotent. Ces baigneurs mettent tout leur sens en éveil. Leur barbillon détecte les vibrations des pigeons. Leurs narines sentent les graisses nettoyées lors de la baignade. Les silures sont véritablement aimantées vers les pigeons. Mais ils sont gênés par le manque de profondeur. Leur proie, pourtant bien détectable, semble hors de portée. À la différence des pigeons, ils n'utilisent absolument pas leur vue. Quand leurs autres sens les renseignent sur le départ des pigeons, ils s'éloignent de la plage et regagnent un poste d'attente, plus profond, plus discret. Ainsi, ils restent invisibles aux yeux des pigeons assoiffés. Après seulement quelques minutes, la vue d'une plage vide est une invitation à reprendre leur baignade. Les pigeons sont grégaires. Qu'un pionnier s'élance, et c'est tout le groupe qui suit. Pour survivre, le pigeon compte sur les autres. Le silure, lui, compte uniquement sur ses extraordinaires capacités sensorielles et non sur les autres. À la chasse aux pigeons, le silure devient territorialiste. Il tolère uniquement des compagnons dont la taille approche la sienne. Entre 90 cm et 1,50 m. Au rythme des baignades des pigeons, ils effectuent des boucles. Curieusement, ils tournent toujours dans le sens des aiguilles d'une montre.
dans l'attente d'un signe, d'un mouvement de pigeon détectable. Le silure ne parvient pas à localiser un pigeon immobile. Et quand un pigeon est seul, il est plus stressé, plus vigilant, plus alerte. Pour espérer capturer un pigeon, le silure doit miser sur un oiseau à la fois rassuré et distrait par la présence de ses pairs. Et s'échouer. Traverser le miroir de la surface reste périlleux. Le poisson risque de se retrouver totalement échoué et une mort lente sous le soleil estival. Pour pouvoir se renflouer, il doit toujours garder la queue dans l'eau. Des pigeons alertes sont protégés par des plages en pente douce. Les embuscades des silures semblent vouées à l'échec. Pourtant, en menant le siège de la plage, les poissons peuvent miser sur deux conditions favorables. D'une part, un pigeon qui s'émerge assez profondément. Et d'autre part, un pigeon qui se présente dos aux silures. Certains silures se sont spécialisés. Jusqu'à 80% de leur régime alimentaire est constitué de pigeons. Ce poisson a la capacité d'apprendre, de s'éduquer. Un apprentissage par essai et erreur. Voire par imitation. Un silure apprend en observant d'autres silures. Dans leurs différentes attaques, la communauté des silures d'Albi ne culmine qu'à 28% de taux de réussite. Les scientifiques estiment que la capture d'un pigeon suffit à couvrir les besoins d'un silure d'1,20 m pour 60 heures. Ceci expliquerait pourquoi les silures de taille moyenne gardent jalousement leur poste de chasse. Ceci expliquerait également pourquoi les silures de très grande taille, pourtant présents sur la zone, n'ont pas été observées chassant les pigeons. La source de nourriture n'est peut-être pas assez avantageuse. Et les risques d'échouage restent trop importants. Frédéric Santoul s'étonne encore de ces nouveaux comportements. Les principaux enseignements de cette étude, c'est qu'on a une forte adaptation de l'espèce à un nouveau milieu, mais aussi à une nouvelle période de la journée, puisque le silure se nourrit essentiellement la nuit. Et là, on a l'activité des pigeons le jour, et les silures transforment leur activité
pour venir se nourrir essentiellement le jour.